Chapitre 1. Une adorable petite dévoreuse de livres. Père et mère sont gens bien curieux, même lorsque leurs rejetons sont les pires des poissons imaginables. Ils persistent à les trouver merveilleux. Certains parents vont plus loin. L'adoration les aveugle à tel point qu'ils arrivent à se persuader du génie de leur progéniture. Mais après tout, quel mal à cela? Ainsi va le monde. C'est seulement quand les parents commencent à nous vanter les mérites de leurs audiomoteurs que nous nous mettons à crier. Ah non, assez vite de l'air, vous allez nous rendre malades. Les enseignants souffrent beaucoup d'avoir à écouter ce genre de balivernes, proférés par des parents gonflés d'orgueil, mais en général, ils se rattrapent dans l'établissement des notes en fin de trimestre. Si j'étais professeur, je concocterais des appréciations féroces pour les enfants de radoteurs aussi infatués. Votre fils Maximilien, écrirais-je, est une nullité totale. J'espère que vous avez une entreprise familiale où vous pourrez le caser à la fin de ses études, car il n'a aucune chance de trouver nulle part ailleurs le moindre emploi. Ou bien, si je me sentais lyrique ce jour-là, je dirais que les organes de l'huile des sauterelles se trouvent au fond de leurs abdomens et une curiosité de la nature à en juger parce qu'elle a appris au cours du dernier trimestre. Votre fille Vanessa ne possède pas des traces d'organes en question. Je pourrais même m'aventurer plus loin. Dans l'histoire naturelle est déclarée, la cigale passe 6 ans à l'état de l'arbre enterré dans le sol et pas plus de 6 jours à l'air libre au soleil. Votre fils Gaston a passé 6 ans à l'état de l'arbre dans cet établissement et nous attendons toujours qu'il sorte de sa chrysalide. Une petite fille spécialement odieuse pourrait m'inspirer de ce commentaire. Fiona a la même beauté glaciale qu'un iceberg, mais contrairement à ce dernier, il n'y a strictement rien à trouver sous cette apparence. Bref, je crois que je me progresserai à rédiger des bulletins de fin de trimestre pour les jeunes pestes de ma classe, mais en voilà assez. Poursuivons notre récit. De loin en loin, il arrive qu'on rencontre des parents qui adoptent l'attitude opposée et ne manifestent pas le moindre intérêt pour leurs enfants. Ceux-là sont à coup bien sûr bien pires que les admirateurs béats. Monsieur et Madame Verdebois appartenaient à cette espèce. Ils avaient un fils appelé Michael et une fille du nom de Mathilda. Ils considéraient cette dernière à peu près comme une croûte sur une plaie. Une croûte, il faut s'y résigner jusqu'à ce qu'on puisse la détacher, s'en défaire et la bazarder. Monsieur et Madame Vertebois attendaient avec impatience le moment où ils pourraient se défaire de leur petite fille et la bazarder en l'expédiant dans le comté voisin ou même plus loin. Il est déjà assez triste que des parents traitent des enfants ordinaires comme s'ils étaient des croûtes ou des corses aux pieds, mais cette attitude est encore plus répréhensible si l'enfant en question est extraordinaire. J'entends par là aussi sensible que doué. Mathilda est l'un et l'autre, mais par-dessus tout, elle était douée. Elle avait l'esprit si vif et si délié et apprenait avec une telle facilité que même les parents les plus obtus auraient reconnu les dons aussi exceptionnels. Mais monsieur et madame Verdebois étaient aussi bornés, si confinés dans leur petite existence, étriqués et stupides, qu'ils n'avaient rien remarqué de particulier chez leur fille. Pour tout dire, fut-elle rentrée à la maison en se traînant avec jambes cassées, qu'ils n'en seraient pas aperçus. Le frère de Mathilda, Michael, est un garçon tout à fait normal, mais devant sa sœur, je le répète, vous seriez restés comme deux ronds de flanc. À l'âge d'1 an et demi, elle parlait à la perfection et connaissait à peu près autant de mots que la plupart des adultes. Les parents, au lieu de la féliciter, la traitaient de moulin à parole et la rabrouaient en lui disant que les petites filles sont faites pour être vues, mais pas pour être entendues. À 3 ans, Mathilda avait appris toute seule à lire en s'exerçant avec les journaux et les magazines qui traînaient à la maison. À 4 ans, elle lisait couramment et tout naturellement se mit à rêver de livres, le seul disponible dans ce foyer de haute culture. La cuisine pour tous appartenait à sa mère et lorsqu'elle eut
épluché de la première page à la dernière page et appris toutes les recettes par cœur, elle décida de se lancer dans des lectures plus intéressantes. Papa, dit-elle, tu crois que je pourrais m'acheter un livre? Un livre, dit-il. Qu'est-ce que tu veux faire d'un livre, pétard de sort? Le lire, papa. Et la télé, ça te suffit pas? 20 jours. On a une belle télé avec un écran de 56 et toi tu réclames des bouquins. Tu as de tout de l'âge de l'enfant gâté, ma fille. Ma fille. Presque chaque après-midi, Mathilda se trouvait seule à la maison. Son frère de 5 ans, son aîné, allait en classe. Son père était à son travail et sa mère partait pour jouer au loto, dans une ville située à une dizaine de kilomètres de là. Monsieur et Madame Verdebois Madame Verdebois était une mordue du loto et jouait 5 après-midi par semaine. Comme son père avait refusé de lui acheter un livre, Mathilda décida de se rendre toute seule à la bibliothèque du village. Quand elle arriva, elle se présenta à la bibliothécaire Madame Folliot. Puis elle demanda si elle pouvait s'asseoir et lire un livre. Madame Folliot, déconcernée par l'apparition d'une si petite visiteuse non accompagnée, l'accueillit néanmoins avec bienveillance. Où sont les livres d'enfants, s'il vous plaît? Demanda Mathilda. Là-bas sur les rayons du dessous, lui dit Madame Folliot. Veux-tu que je t'aide à en trouver un joli avec beaucoup d'images? Non, merci, dit Mathilda. Je me débrouillerai bien toute seule. À dater de ce jour-là, chaque après-midi, aussitôt sa mère partit pour aller jouer au loto, Mathilda trottinait jusqu'à la bibliothèque. 10 minutes de trajet, ce qui lui permettait de passer 2 heures merveilleuses, assise tranquillement dans un coin à dévorer livre sur livre. Lorsqu'elle eut lu tous les livres d'enfants disponibles, elle se mit à fureter dans la salle en quête d'autres ouvrages. Madame Folliot, qui l'avait observée avec fascination durant plusieurs semaines, se leva de son bureau et alla la rejoindre. Je peux t'aider? Demanda-t-elle. Je me demande ce que je pourrais lire maintenant, dit Mathilda. J'ai fini tous les livres d'enfants. Tu veux dire que tu as regardé toutes les images? Oui, mais j'ai aussi lu tout ce qui était écrit. Madame Folliot considéra Mathilda de toute sa hauteur, et Mathilda, le nez en l'air, soutint son regard. J'en ai trouvé quelques-uns bien mauvais, ajouta-t-elle, mais d'autres étaient très jolis. Celui que j'ai préféré, c'est le jardin secret. Il est plein de mystères. Le mystère de la pièce derrière la porte fermée et le mystère du jardin derrière le grand mur. Madame Folliot était stupéfaite. Dis-moi, Mathilda, demanda-t-elle, quel âge as-tu au juste? 4 ans et 3 mois, répondit Mathilda. La stupeur de Madame Folliot était à son comble, mais elle eut la présence d'esprit à ne pas le montrer. Quel genre de livre aimerais-tu lire maintenant? Demanda-t-elle. Je voudrais un de ces livres vraiment bons que lisent les grandes personnes. Un livre célèbre. Je ne connais pas les titres. Madame Folliot, sans hâte, se mit à examiner les rayons. Elle ne savait trop à quel sens se vouer. Comment choisit-on un livre d'adulte célèbre pour un enfant de 4 ans, se demandait-elle. Elle songea tout d'abord à lui donner un roman de jeune fille à l'eau de rose du genre destiné aux adolescentes. Puis, mue par on ne sait quelle raison, elle s'éloigna résolument de l'étagère devant laquelle elle s'était arrêtée. Tiens, si tu essayais de lire ça, dit-elle. C'est un livre très connu et très beau. S'il est trop long pour toi, dis-le-moi et je t'en trouverai un autre plus court et plus facile. Les grandes espérances, oui, lut Mathilda, de Charles Dickens. J'ai très envie de m'y mettre. Je dois être folle, songea Madame Folliot, ce qui ne l'empêcha pas d'affirmer. Bien sûr, ça devrait te plaire. Au cours des après-midi suivants, Madame Folliot eut peine à détacher ses regards de la petite fille assise des heures durant dans le grand fauteuil au bout de la pièce avec le livre sur les genoux. Le volume était en effet trop lourd pour qu'elle puisse le tenir dans ses mains, si bien qu'elle devait rester penchée en avant pour pouvoir lire. Et c'était un étrange spectacle que c'était
de cette minuscule créature aux cheveux noirs assise avec ses pieds qui s'atteignaient par le sol, totalement captivé par les aventures de Pip et la vieille Miss Havens, dans sa maison pleine de toiles d'araignée. Envoûté par la magie des mots assemblés par le prodigieux conteur qu'était Dickens, n'était pas intervalle d'un bref geste de la main pour tourner les pages, la petite fille restait immobile. Et c'était toujours avec tristesse que Madame Folliot, l'heure venue, se levait pour aller annoncer à la lectrice. Il est 5h moins 10, Mathilda. Durant la première semaine des visites de Mathilda, Madame Folliot lui avait demandé: ta maman t'accompagne ici tous les jours et vient te chercher? Ma mère va à Aylesbury tous les après-midi pour jouer au loto, avait répondu Mathilda. Elle ne sait pas que je viens ici. Mais voyons, Mathilda, ce n'est pas bien. Tu devrais lui demander la permission. Il vaut mieux pas, avait dit Mathilda. Elle ne m'encourage pas du tout à lire, pas plus que mon père d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il pense que tu fais dans une maison vide tous les après-midi? Que je traînaille et que je regarde la télé, je suppose. Ce que je peux faire ne les intéresse pas du tout, avait rajouté un peu tristement Mathilda. Madame Folliot s'inquiétait des risques que pourraient courir Mathilda. Les animés du village. Puis en traversant, mais elle résolut de ne pas s'en mêler. Au bout de 8 jours, Mathilda avait fini Les Grandes Espérances, une édition qui ne comptait pas moins de 411 pages. J'ai adoré ça, dit-elle à Madame Folliot. Monsieur Dickens a écrit d'autres livres? Tout un tas, dit Madame Folliot, éberluée. Tu veux que je t'en choisisse un second? Au cours des 6 mois suivants, sous l'œil ému et attentif de Madame Folliot, Mathilda lut les livres Nicolas Nickleby de Charles Dickens, Jeanne Eyre de Charlotte Brontë, Orgueil et préjugés de Jane Austen, Test d'Aubervilliers de Thomas Hardy, Kim de Rudyard Kipling, L'homme invisible de H. Wade, Le vieil homme de la mer d'Ernest Hemingway, Le bruit et la fureur de William Faulkner, Les raisins de la colère de Joe Steinbeck, Les bons compagnons de G.B. Strange, Les rochers de Blanton de Graham Greene, La ferme des animaux de George Orwell. C'est impressionnant et Madame Folliot était maintenant au comble de l'émerveillance et de l'excitation, mais sans doute fit-elle bien de ne pas donner libre cours à ses émotions. Tout autre témoin des prouesses littéraires d'une si petite fille se serait sans doute empressé d'en faire toute une histoire et de clamer la nouvelle sur le toit, mais telle n'était pas Madame Folliot. Madame Folliot savait rester discrète et avait depuis longtemps découvert qu'il était rarement bon d'intervenir dans la vie des enfants des autres. Il dit des tas de choses que je ne comprends pas, lui expliqua Mathilda, surtout sur les hommes et les femmes, mais j'ai beaucoup aimé son livre quand même. Avec sa façon de raconter les choses, j'ai l'impression d'être là sur place et de les voir arriver. Un bon écrivain te fera toujours cet effet, dit Madame Folliot. Et ne t'inquiète donc pas de ce qui t'échappe, lis tranquillement et laisse les mots te verser comme une musique. D'accord. Sais-tu, repris, dit Madame Folliot, que dans les bibliothèques publiques comme celle-ci, il est possible d'emprunter des livres et de les emporter chez toi? Mais non, je ne le savais pas, dit Mathilda. Cela veut dire que je peux en emporter, moi? Bien sûr, dit Madame Folliot. Quand tu as choisi le livre que tu désires, tu me rapportes que je puisse le noter dans le cahier et il est à toi pour 15 jours. Tu peux même en prendre plus d'un si tu en as envie. À dater de ce jour-là, Mathilda ne se rendit plus à la bibliothèque qu'une fois par semaine pour y prendre des nouveaux livres et rendre ce qu'elle avait lu. Sa petite chambre était devenue sa salle de lecture et elle y passait le plus quart de ses après-midi. Souvent, une tasse de chocolat chaud à côté d'elle. Elle n'était pas encore assez grande pour atteindre les choses dans la cuisine, mais elle tenait cachée dans la cour une caisse légère sur laquelle elle se juchait pour attraper les ingrédients dont elle avait besoin. La plupart du temps, elle préparait du chocolat chaud réchauffant, le lait dans une casserole sur le fourneau avant de jeter le cacao. Il n'y avait rien de plus agréable que de boire un chocolat chaud à petites gorgées en lisant. Les livres la transportaient dans des univers inconnus et lui faisaient rencontrer des personnages hors du commun
commun qui menait des vies exaltantes. Ainsi navigua-t-elle sur d'antiques voiliers avec Joseph Conrad, explora-t-elle l'Afrique avec Ernest Hemingway et l'Inde avec Rudyard Kipling. Ainsi, assise au pied de son lit dans sa petite chambre d'un village anglais, visita-t-elle le long en large et de haut en bas le vaste monde.